pour cette deuxième partie du programme, nous accueillons donc sur scène Nadia Begré, Mario Banouchi, Sotiris Melanos, Yorgos Sapountzis, et merci à Despina Zevkili pour modérer cette table ronde intitulée « Qu'est-ce que la scénographie aujourd'hui ?» On vous laisse vous installer. Ωραία, ευχαριστούμε που παραμείνατε μαζί μας. Ακούσαμε ήδη πολλές εμπνευστικές... Merci d'être resté donc ici dans le cadre de cette deuxième partie avec des présentations très importantes et intéressantes qui posent la question de savoir ce qu'est la scénographie aujourd'hui. Nous avons avec nous, comme Nadia Begré, danseuse chorégraphe, Marios Banouchi, interprète, Sotiris Melanos, costumier scénographe, Yorgos Sapountzis, qui a aussi signé des décors. Aujourd'hui, donc, avec des positions diverses, avec des approches contemporaines de la scénographie, une mise en dialogue sur les scénographies, avec une utilisation du pluriel, avec la théorie politique, le féminisme, des notions comme l'éphémère, le non complet, le caractère collectif. Nous avons pu entendre que la scénographie est entre autres politique. Cela signifie la redistribution de privilèges, de lieux sûrs, durabilité, organisation. Donc, toutes ces notions ont été traitées. Je vais commencer par poser cette question à mes invités. Qu'est-ce que la scénographie aujourd'hui pour vous? J'estime que tout le monde a traité cette notion élargie de scénographie qui a trait à des questions comme la mémoire, la culture. Dans les présentations de Mario Banouchi et Sotiris Melanos, avec aussi Nadia Begré. Nous avons vu donc des odeurs, des formes qui se transforment avec la notion du manuel, avec la tradition, les balcons et la mémoire dans les performances et les décors de Yorgos Sapountzis. On a vu des installations éphémères, des constructions éphémères avec ceux qui font les performances et qui, en fait, nous parlent du caractère éphémère. Dans les spectacles de Nadia Begré que nous n'avons malheureusement pas vus en Grèce, je comprends qu'elle nous invite à rentrer dans des espaces qu'on n'a pas le droit de voir et qui, en fait, examinent la question de la métamorphose. Je vais maintenant vous passer la parole pour que vous puissiez répondre à la question de savoir ce qu'est la scénographie pour vous aujourd'hui. Nadia, vous pouvez commencer. Bonsoir. C'est bizarre, mais je ne me suis jamais posé cette question. Oui, parce que déjà, en tant que... bonsoir, je vous ai salué. En tant que danseuse, chorégraphe, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus comment définir ce que je fais, parce qu'on est dans un monde où on est dans un chaos total. Et donc, ce chaos-là, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre de l'ordre, si je peux le dire comme ça? Et les endroits où il y a du chaos, comment on peut essayer de reconstruire là-bas, redonner une vie nouvelle, un nouveau souffle? Et comme j'ai pour l'habitude de dire, un espace, c'est un corps. Voilà, ça vit déjà. Et donc, comment est-ce qu'on s'invite là? Je prends exemple sur
quartier libre, par exemple, il y a des années en arrière, j'étais avec une des premières compagnies féminines en Côte d'Ivoire et on nous avait demandé on devait nous recevoir par une autorité. On va dire quoi, le président, ça c'était à l'époque. Et donc, ils ont refusé que je rentre, que je sois reçu par son Excellence parce que j'étais en pantalon. Et donc, pour moi, c'était quand même un peu choquant. Mais il y avait des gens qui étaient prêts à me donner des bouts de pagne pour que je puisse rentrer dans cette salle-là, pour être reçu. Mais j'ai refusé de rentrer parce que j'ai senti qu'il y a quand même un manque de respect. Pourquoi forcément me façonner alors que j'étais venu comme ça? Et donc après, j'ai essayé d'imaginer, j'ai dit, ben, imaginons un instant que, voilà, une diva qui part dans un lieu, on dit il y a un code dressing, et puis tu arrives et tu ne respectes pas ce code dressing-là. Voilà. Et parce que tu n'as pas respecté, pas parce que tu ne veux pas respecter, mais parce que voilà, la question de la liberté, ça commence par là déjà. Mais on te fout dehors parce que voilà, tu n'as pas respecté ça. Mais lorsqu'on te fout dehors, là-bas, il y a de l'espace, tu es en liberté, tu as quartier libre. Tu peux te permettre à tout moment d'aller à cet endroit-là, mais eux, là-bas, ils ne peuvent pas venir ici parce que pour eux, le monde doit être comme ça. Et donc, quand je dis jusqu'à où on peut se sentir libre sans pour autant piétiner l'autre, c'est-à-dire nos cultures, les espaces, les lieux, voilà, tout ça. Et je me rends compte qu'une fois, j'avais vu un spectacle bon, c'était pas un spectacle, c'était un documentaire que Leonardo DiCaprio avait fait sur, il y a très longtemps, hein, sur la pollution, jusqu'à où on peut se sentir libre sans pour autant piétiner l'autre. Donc, il y avait quand même, là où il expliquait que si on ne fait pas attention, ça va être chaud. Et ce truc-là, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, mais on est dans un monde où on s'intéresse au bling-bling. Bling-bling, c'est tout ce qui brille. Donc, du coup, on ne tient pas compte le bling-bling nous éblouit. Donc, on ne tient pas compte du danger qu'il y a derrière. Je prends un exemple sur Noël, par exemple. Alors qu'on oublie. Pour moi, je trouve que c'est quand même hypocrite d'avoir des discours où on parle on parle de réchauffement climatique, on parle tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et alors qu'on rentre dans des boutiques, aller acheter des choses, c'est par ça que ça doit commencer. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, j'essaie de porter plein d'habits, c'est ce que je vais questionner. Parce qu'on ne peut pas dire non, on ne fait pas ça, alors qu'il y a d'autres qui font d'autres choses. Et donc, le fait d'utiliser des bouteilles en plastique, de faire du recyclage, et de ramener ça dans un espace qui est, par exemple, dans la salle, et confectionner un costume, c'est vraiment détourner aussi le costume. C'est une manière aller prendre quelque chose de vilain, de sale, dans la rue, dans la boue, et redonner vie à la chose. Pour moi, la scénographie, c'est vraiment de redonner vie à un espace, redonner vie, faire plus exister un espace, c'est détourner un objet et redonner une autre image à ça. C'est aussi à travers les éléments que j'utilise, c'est vraiment aussi essayer de montrer que le monde, il est en danger et dire que si on ne fait pas attention, nous tous, on va aller droit dans le mur. En prenant exemple sur Noël, par exemple, on est préoccupé à offrir des ordinateurs, on est préoccupé à faire des gros cadeaux, enfin, tout ça. Mais après, on parle de l'écologie, après, on parle alors que c'est par là-bas qu'on doit pouvoir, voilà. Et donc, c'est vraiment créer un espace dans lequel on peut essayer de créer un engagement, voilà, de créer un engagement, peu importe la forme, et inviter les gens à pouvoir s'interroger soi-même. Ce n'est pas juste tout donner, mais pouvoir s'interroger soi-même.
c'est pouvoir aussi les amener à dire, moi, quel est mon rôle aussi dans ce monde-là. Voilà, un peu pour l'instant. Merci. Ça ne marche pas. Γεια σας. Bonjour. L'une des raisons pour laquelle j'aime la scénographie, c'est parce que j'ai pas besoin de faire ces choses-là parce que je suis backstage. La scénographie, donc, et telle qu'on travaille avec Mario ces derniers temps, je pense que c'est un peu l'espace qui accueille certains souvenirs, certaines mémoires, un espace qui vient abriter, qui vient accueillir des actions qui vont nous rappeler des choses, qui vont produire en nous des souvenirs, qui vont générer ces souvenirs et un espace qui pose, dit l'intervenant, c'est la création d'un espace, d'un lieu, ou plutôt le fonctionnement en tant qu'architecture au théâtre. Voilà pour moi la définition. Bonjour. Moi aussi, quand j'ai entendu cette question, qu'est-ce que la scénographie, je me suis dit de ne pas préparer ma réponse. Je me suis dit qu'il fallait que je sois spontanée dans ma réponse. Et ce qui me vient premièrement à l'esprit, et quand j'ai entendu cette question, qu'est-ce que la scénographie, je me suis dit que la scénographie, ce sont des objets, c'est un espace qui, pour moi, est porteur d'une mémoire de certaines personnes. Et en m'observant comment je travaille avec les décors, quand je propose quelque chose à Sotiris, quand je lui dis que je veux inclure ce décor dans les représentations, je pense que en fait, ces objets symbolisent ma famille, certaines personnes. Et il est vrai que j'ai réfléchi et j'ai une idée claire sur la question et je dirais que tous les spectacles que j'ai préparés, le point de départ à chaque fois, c'est un objet. C'est-à-dire que lors de ma première représentation, mon premier spectacle, la première image qui m'est venue en tête, c'est un frigo, un frigidaire en fait, qui était dans le salon de ma grand-mère où j'ai grandi et je me remémorais ma famille en train d'ouvrir ce frigo, de prendre des aliments, de manger, cette lumière blanche donc qui sort de ce frigo et je veux en fait que les personnages sortent de ce frigo. C'est donc l'idée de départ. Ou alors, lors de mon dernier spectacle avec Sotiris a fait le décor, la première image qui m'est venue en tête, c'est une chaise vide, en fait, que j'ai associée à mon père. En fait, cette chaise vide symbolisait mon père qui n'était jamais à la maison. On mangeait tout seul sans mon père. Et donc, c'est la première image qui m'est venue à l'esprit. Et c'est ainsi que j'associe les choses. C'est pour moi, la scénographie symbolise quelque chose de profond, pas seulement un objet décoratif ou beau. Voilà. Ωραία. Ευχαριστώ. Είχα χρόνο να σκεφτώ. Merci. J'ai le temps de réfléchir. Bien que je sois très heureux de voir toutes ces discussions qui éclairent la scénographie et les scénographes qui sont très souvent, qui ne sont pas cités très souvent en Grèce. Il y a les comédiens, il y a le metteur en scène, mais la scénographie, très souvent, c'est la partie la plus importante. Mais je ne peux définir la scénographie aujourd'hui sans devoir définir ce qu'est le théâtre aujourd'hui et quel est le rôle du théâtre. Je me dis que le théâtre, pour moi, c'est un espace de souhait. C'est l'endroit où les spectateurs souhaiteraient que les choses soient autrement. Et pour ce
qui est de la scénographie, pour moi, je voudrais que ça soit toujours une forme inachevée qui sera achevée par le spectateur. Je ne veux pas que la forme représente à 100% une réalité. Je voudrais que quelque chose manque et qui sera comblé par quelque chose d'autre. Et pour finir, je citerai une phrase d'Hamlet qui disait que tout devrait couler. Et il serait intéressant de donner un mouvement à la matière qui se transforme en quelque chose d'autre. Ce à quoi on s'y attend pas et ce dont on a besoin lorsque l'on voudrait que le monde change. Je voudrais m'arrêter sur ces deux éléments. Donc, d'une part, il y a la mémoire et d'autre part, la matérialité de concepts qui existent dans vos spectacles, si je ne me trompe. La mémoire, très souvent, peut être votre mémoire ou la mémoire de vos collaborateurs ou des communautés avec lesquelles vous travaillez. Comment peut-on activer cette mémoire ou comment vous essayez d'activer cette mémoire en tenant compte également des spectateurs sans que cela ne soit didactique? Comment peut-on activer la mémoire qui peut être quelque chose de personnel, d'intime ou qui peut avoir une approche de classe? Je vais sur un exemple très direct, toujours avec ces bouteilles. Ce matin, j'ai essayé d'expliquer, mais je vais aller, comme on parle d'intime aussi. J'explique juste une expérience, comment c'est arrivé comme ça. Il y a un chorégraphe américain, oui, Mark Tompkins, qui était venu à Exes nous donner des ateliers. Et il voulait qu'on propose des numéros, parce qu'on devait toujours regarder des films de comédie musicale. Donc, il fallait toujours proposer un petit truc à la sortie de là. Et moi, tous les jours, tous les soirs, à chaque fois quand je rentrais dans la salle, l'écran m'endort. Et tout le temps, je dormais. Donc, j'étais disponible pour les autres, pour qu'ils puissent travailler avec moi, tout ça, être dans leur petite choré. Mais moi, j'avais rien à proposer. Et je ne voulais pas me forcer à proposer. Je ne voulais pas être dans l'exécution. Et un soir, c'était un jeudi, j'étais assise devant l'écran comme ça, parce que tout ce qu'on voyait, il y avait de la répétition. Quand on sortait de la salle de cinéma et qu'on partait dans le studio, c'était toujours de la répétition. Star Movie, c'est le chanteur, mon amour, tout ça, et je n'avais pas envie de ça. Et un jour, comme ça, j'étais assise devant l'écran et c'était toujours ces mêmes acteurs-là qui passaient. Et de loin, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu juste un figurant passer. Il est passé. Et sa présence a fait que je suis resté là. Sa présence m'a permis de rester et d'aller jusqu'au bout de ce film-là, qui durait, je pense, près de 2 heures. Et j'ai tenu et j'étais même étonné, croyant que ce monsieur, il allait revenir. Mais il n'est plus revenu jusqu'à la fin du film. Et donc, quand je suis sorti, j'étais un peu frustré parce que je dis, ce mec-là, il a fait qu'il m'a retenu là. Est-ce que... et j'ai essayé de voir ce que les autres ils proposaient et j'ai vu qu'ils n'ont pas remarqué cette forte présence-là. Et donc, je me suis dit, quelles sont les choses qu'on a l'habitude d'utiliser, qui nous tiennent à cœur, mais dans l'immédiat et après, on s'en fout, quoi. On le jette, on se débarrasse de ça. Et au moment où je me posais la question, j'étais dans ma chambre d'étudiant et j'ai l'habitude de boire de l'eau tout le temps avec de l'eau minérale. Parce que je sais qu'à un moment, en Côte d'Ivoire, il y avait eu ces histoires de déchets toxiques. Et donc, voilà, ça a quand même touché un peu. Donc, ça faisait que je buvais de l'eau et c'est quelque chose qui est toujours resté.
Et donc, au moment où je me posais la question, il y avait une bouteille d'eau sur la table qui est tombée. Et tout de suite, j'ai eu peur. Je pensais que j'avais fait une bêtise, que j'avais mouillé le sol. Mais en fait, non, la bouteille était bien fermée. Et tout de suite, en fait, il n'y avait pas de liquide qui avait coulé. Et ça m'a fait penser à ma mère. C'est-à-dire, cette bouteille-là, non seulement ça, quand c'est tombé, ça fait un bruit fort. Excusez-moi, mais voilà, avec ce bruit-là, voilà, et quand c'est tombé, je me suis dit, waouh, j'ai mouillé un peu le sol, tout ça, mais en fait, ce n'était pas renversé. Et je me suis dit, ah ouais, cette bouteille-là, c'est un peu comme la femme, quoi. La femme, elle est forte, en même temps, elle est fragile. Voilà. Elle a un contenu qui est très fort. Et donc, du coup, j'ai commencé à prendre la bouteille et à visser ça sur moi. Parce que j'avais quand même eu un souci avec la famille, là où on s'était vraiment séparés. Et ce moment-là a fait que je me suis réconcilié avec ma mère. Ça fait que, donc, aussi, ça fait partie de ça. Le fait de porter ce costume-là, c'est aussi une manière de montrer qu'elle avait cette capacité-là. Parce que pour moi, je pensais que c'était une femme faible. C'était une femme, voilà. Mais en fait, des années plus tard, j'ai réalisé qu'en fait, c'était mon héros. C'était voilà, à travers cette bouteille-là, quoi. Donc, je voulais essayer de ramener ça dans un espace public et voir ce que ça pouvait donner. Donc, c'est-à-dire, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que j'ai ramené ce truc-là dans ce spectacle-là. Et avec ces bouteilles-là, c'est-à-dire, tu peux prendre quand même beaucoup de risques. Beaucoup de risques, c'est-à-dire, tu peux aller de l'autre côté là-bas, tomber au sol, enfin, ça ne te fait rien parce que, oui, là, peut-être que je ne suis pas là pour avoir un discours féministe, mais c'est quelque chose qui me suit. Et donc, voilà, à travers ces bouteilles-là, pour moi, c'est des formes de femmes, de beauté, de force, voilà. Et je pouvais l'imaginer autrement, mais comme le regard qu'on a sur nous, c'est tout de suite ce regard de voyeur, ce regard de avaler la salive, tout ça, voilà. Et donc, pour moi, c'était important de détourner ce truc-là en portant voilà, ce costume, de montrer la beauté. Comment est-ce que tu prends le déchet, comme on est considéré, mais essayer de créer de la beauté, détourner le truc, donner de la valeur à cet objet qu'on trouve que c'est du déchet, quoi. Et c'était une manière aussi de donner une place aussi à cette forme féminine, à cet intérieur, cette trompe, ces règles de la femme, là, ce liquide-là. Et pour moi, c'est aussi une manière de leur rendre hommage, de nous rendre hommage, de rendre hommage à toutes ces personnes-là, parce que tout le monde boit de l'eau. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, c'était un des profs qui était venu voir mon travail et qui me dit, ça me fait penser qu'en Afrique, il n'y a pas d'eau. Et tout de suite, ça m'a fâché. Je lui ai dit non, je ne peux pas avaler ça, parce que s'il doit y avoir peut-être la troisième guerre mondiale, même si, je pense que ça va être la guerre de l'eau. Et encore, c'est en Afrique encore qui va souffrir. Parce que quand on regarde la carte, c'est quand même incliné. Donc, ça englobe vraiment tout, quoi. Voilà. Ça dépend de là où je suis. J'ai été au Mali aussi. Il y a un ami qui m'a invité pour ce projet. Mais l'idée, c'était aussi de rencontrer des jeunes malentendants. Voilà, les jeunes malentendants. Et ce projet, on appelait ça déchets toxiques partout. Donc, quand je suis venu avec les bouteilles, j'ai dit, bon, on prend la rue de Badarabougou, c'est une rue là, qui est à Bamako. Et c'est fait exprès parce que les gens, ils ne viennent pas dans les salles. Et donc, en plus, c'est des malentendants. Et donc, je dis, on veut sensibiliser les gens sur la pollution, on veut sensibiliser les gens, mais en fait, ils n'écoutent pas. Peut-être qu'on on utilise les malentendants, peut-être qu'ils vont écouter. Donc, nous sommes allés sur la route. Il y avait un feu, c'était sur un boulevard, les gens, ils klaxonnaient, mais les jeunes, ils n'entendaient pas, parce que nous, on était juste à côté. Ils n'entendaient pas, pour eux, ils étaient en train de faire des spectacles. Et les gens, ils étaient obligés de descendre de la voiture et ils sont devenus des spectateurs. C'est-à-dire que
le bruit de ces bouteilles-là ont fait que ça a retenu le regard des gens. Et donc, ça faisait tellement de bruit. Et j'avais mon collaborateur Daouda qui dit, non, Nadia, ça fait trop de bruit, il faut qu'on enlève ça. Je dis, oui, oui. Au bout de 2 secondes, je dis, non, laisse. Il dit, pourquoi? Je dis, non, parce que si on devait amplifier la pollution, je pense que ça allait nous dominer, mais grave. Donc, par ça aussi, on peut aussi transmettre un message. Ouais, merci. Αυτό μόλις συζητούσαμε σήμερα με C'est ce dont on a parlé aujourd'hui dans le cadre du séminaire qui a pour thématique la mémoire, le rôle de la mémoire sur la scénographie et d'une certaine façon, dans certains pays qui sont loin des pays des Balkans, les spectateurs ont ressenti une certaine familiarité. Par exemple, en Australie ou en Allemagne, qui sont des pays éloignés de notre culture, de la culture grecque. En tout cas, on n'a pas ressenti qu'on voulait imposer des choses par rapport à notre mémoire personnelle. Ce n'était pas seulement la mémoire de moi et de Mario, c'était la mémoire aussi des autres personnes qui émanaient de certaines discussions. Prenons l'exemple du profiling vita. Dans la scénographie, on a mis des éléments pour créer un espace que nous voulions être familier de tout le public. Nous voulions que le public soit familiarisé avec cet espace. Il y avait beaucoup de détails qui permettaient de porter une certaine intensité, même si il y avait des éléments décoratifs. Ces éléments n'étaient pas seulement décoratifs. En fait, ils avaient toute leur importance. On voulait que les spectateurs voient tous ces détails. Par exemple, la petite lumière de nuit ou alors la petite statue de la Pietà avec une répétition au final pour ceux qui ont vu le spectacle. Et tous ces éléments avec l'éclairage et la musique ont composé une atmosphère unique, une image unique qui avait pour objectif de faire en sorte que les gens soient familiarisés avec tout cela. Et nous voulons que les personnes qui participent aux recherches, nous voulons que ceux qui le veulent, bien sûr, nous proposent, nous fassent état d'une mémoire, d'un souvenir personnel et de nous dire ce qu'ils se rappellent par rapport à cette mémoire, même si on parle d'un espace ouvert comme une barque. Et donc, c'est dans cette approche, que nous allons suivre pour pouvoir faire une proposition pour faire revivre théoriquement ce souvenir et voir ce qui pourrait intensifier chaque aspect de ce souvenir, c'est-à-dire, par exemple, le matelas du lit pourrait être une plaine de fleurs. Qu'est-ce que cela signifierait? Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de notre séminaire. Sotiris a dit certaines choses auxquelles j'avais pensé. Moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Sotiris, par rapport aux objets dont il parle, j'aimerais dire donc que la scénographie, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, ce qui est visible. Pour nous, c'était important de voir qu'il y avait, par exemple, un manteau d'accroché lors du spectacle. C'était le manteau d'une amie, de la mère d'une amie qui était morte, la maman donc était morte. Pour le spectateur, c'est pas visible. Mais en fait, c'est de cette façon que fonctionne le décor. Comme par exemple aussi une actrice, avant de rentrer, de faire une scène, elle a un rituel qu'elle fait et qui, en fait, qu'elle associe chez elle et ça l'aide à jouer, ça l'aide à interpréter son rôle. Et en fait,
je réfléchissais à cela, la scénographie, le costume, ce n'est pas seulement ce qui est visible, c'est quelque chose qui peut servir un intérêt ou quelque chose de sentimental, esthétique ou qui peut servir des fins énergétiques, énergiques, en rapport avec l'énergie. Je ne sais pas quoi dire sur la mémoire parce que le théâtre, c'est la question de savoir comment transposer tout cela auprès des acteurs. Ça n'a aucun rapport avec les objets, avec l'histoire, et c'est la raison pour laquelle il y a les répétitions. Mais comment est-ce qu'on réfléchit aux objets qui apparaissent lors d'un spectacle, des objets que je considère comme étant très importants, comme des petites planètes comme une constellation, en fait. Et en fait, les choses qui apparaissent racontent une histoire. Par exemple, il peut y avoir de fausses fleurs qui apparaissent et après des vraies fleurs. Ou comment l'objet lui-même transforme le matériau. Et en tant que scénographe, je dirais qu'il y a une lutte toujours avec le metteur en scène. Il y a toujours, qu'on le veuille ou non, c'est comme le travail du graphiste ou de l'architecte où tu as le client en face de toi qui te dit quelque chose et toi, tu veux faire tes choses à toi. Si vous voulez, il y a deux visions différentes et c'est aussi ce qui fait la magie de tout cela parce qu'on a un résultat qui n'est jamais le même. Je vois les résultats et je vois que les choses ont vraiment évolué. L'échange, en fait, continuel revêt une grande importance. Et je racontais une histoire. Nous étions en Chine. On montait le spectacle Électre de Sophocle. Le metteur en scène il insiste et nous dit qu'il veut un espace fermé comme ceux qu'on voit dans les aéroports où les gens fument. Et ils veulent, en fait, mettre cet espace fermé. Mais moi, franchement, ça ne m'allait pas. Je ne pouvais pas l'imaginer dans ce décor. Je ne pouvais pas comprendre quelle serait la fonction en fait de cette pièce fermée. Et en fait, j'ai choisi une statue d'Apollon avec une vitrine. Et c'est comme si on avait une pièce de musée exposée. Et à partir du moment où ces personnes sont entrées dans la pièce, ils ont commencé à fumer et la statue a disparu. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours cette lutte où il y a cette possibilité de transformer les objets et pouvoir apporter des solutions qui plaisent non seulement au metteur en scène et à toi, scénographe, et qui nous montrent la dramaturgie, le caractère dramatique, si vous voulez, de l'objet dans le cadre de ce spectacle. Επειδή ακούστηκε στις προηγούμενες παρουσιάσεις πολύ το ζήτημα της βιωσιμότητας. On a beaucoup entendu parler du développement de la durabilité, une question qui nous préoccupe beaucoup et un concept qui est complexe sous certains aspects. Ce qu'on peut considérer par exemple comme un objet vert, cet objet peut être considéré comme un objet polluant, etc. en Afrique. Dans votre travail, comment est-ce que cette question vous a interpellé? Qu'est-ce qui peut être durable ou pas? En Grèce, par exemple, on a quelquefois beaucoup travaillé sur des choses qui sont recyclables ou pas, mais peut-être dans l'avenir, ceci pourrait être considéré comme un prérequis par un financeur ou un institut. Oui. Je vais parler d'une autre pièce que j'appelle Legacy, la question du légué. Là où
dans chaque ville là où je vais, je rencontre au moins 10 femmes qui acceptent de venir courir avec moi. C'est vraiment courir, quoi, au moins pendant 30 minutes avant l'entrée du public. Et dans ce spectacle, je dis toujours que ce n'est pas nous qui avons écrit notre histoire, puisque je voulais parler de la marche des femmes de Bassam, qui en 1949 avaient marché parce qu'elles voulaient libérer leur mari qui avait été emprisonné pour des raisons politiques. Ça, c'était en 1949. Et donc, elles avaient marché. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ça, vu que souvent on dit elles n'ont pas la parole. Et donc, j'ai été voir j'ai appris cette histoire-là, et donc ça m'a intéressé. Et je me suis dit, comment est-ce que je pouvais faire représenter ces femmes-là dans l'espace scénographiquement. Je n'ai pas l'habitude de... Quand moi, je suis en train de créer, c'est-à-dire pour moi, je pensais que c'était seulement que le corps qui existait. Mais en fait, il y a toujours un fil comme ça qui vient et que je tire et qui donne quelque chose. C'est après, j'ai commencé à nommer les choses. Ils ont commencé à me dire, non, ça, c'est de la scénographie. Tu es scénographe. J'ai dit, en fait, nommer les choses, moi, pendant ce temps, je suis en train de chercher. Voilà. Et donc, ce qui m'a intéressé, je suis allé voir Eric, il s'appelait Eric Houlier. Je suis allé le voir, je dis, ce que j'imagine, c'est vraiment un tas de soutien. Pendant qu'on est en train de courir, je vois un tas de soutien qui est en train de se déployer comme ça et qui devient un toit d'araignée. Il me dit, mais comment on peut faire ça? Je dis, je ne sais pas, mais voilà. Et donc, je voulais faire représenter, parce que j'ai vu que c'était compliqué de trouver aussi des femmes qui pouvaient courir pendant 30 minutes et se déshabiller, rester torse nu avec les seins dehors. Et donc, ce que j'ai fait, je lui ai proposé de trouver ces costumes-là. Et je dis, je vois tas de soutiens. On me dit, mais Nadia, où est-ce que tu vas enlever tes soutiens? Je dis, je ne sais pas, on peut peut-être demander aux gens de ramener des soutiens. Et il y a eu une association de lutte contre le cancer qui ont entendu parler de ce projet et qui sont rentrés en contact avec la production et qui ont dit qu'ils ont entendu parler de ce projet. Donc, ils ont près de 3000 soutiens pour nous. On allait chercher ces soutiens-là. Et donc, il y a quand même eu des lieux, parce que rien que l'exposer comme ça, on n'a pas besoin de danser en dessous. Mais c'est vraiment une manière de faire exister des femmes qui ont lutté et qui sont tombées sur les champs de bataille. Comment je peux les trouver, tout ça? Et par ces soutiens-là, pour moi, je voulais faire symboliser ça par ces tas de soutiens-là. C'est au moins près de 3000 soutiens-gorge. Et il y a des moments où souvent on me demande de donner, non pas de donner, mais les gens ont besoin de ça. Je prends un exemple, Journée mondiale de la femme, par exemple, il y a quand même pas mal de personnes qui me contactent. Non, Nadia, on a besoin de ta scéno. C'est tellement lourd qu'on ne peut pas déplacer. Il faut on ne peut pas déplacer. Mais pour moi, déjà, je me dis qu'au moins, il y a quand même quelque chose qui est vraiment concret, quoi. C'est vrai, il y a à la fois, on va dire spirituel, mais là-bas, je ne touche pas encore là-bas parce que concrètement, c'est d'abord évoqué avant d'aller toucher même la matière, avant que ça devienne matière. Voilà. Et donc, je suis pas... c'est vrai que je parle d'exercice et autres, mais je ne suis pas quelqu'un qui... Je fais juste des choses. Et après, les gens, ils trouvent le nom. Mais je fais juste parce que je suis... voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais les trucs mathématiques, ce n'est pas mon truc. Voilà, je réagis en fonction de mon intuition, de l'instinct, voilà. Et ça, voilà, ce flair-là, je l'ai. Et donc, comment habiter un coin et pour que ça soit quand même, ça puisse exister, rester fort. Il peut y avoir de l'âme. J'aime bien quand ces scénographies-là, ils ont une âme. Ce n'est pas juste regarder pour les yeux, mais qu'il y a vraiment une âme là-dedans, il y a vraiment une force là-dedans. Je ne parle pas de la force physique, mais c'est quelque chose même qu'on ne peut pas nommer, on ne peut même pas trouver un mot pour ça, pour pouvoir, voilà. Et lorsque je rencontre ces femmes-là, elles me disent, quand je regarde les soutiens, ça me donne la chair de poule. Ça me donne... entre-temps, j'ai quand même eu la chance de
travaillé avec des femmes qui viennent, qui sont volontaires, qui disent non, moi je viens courir parce qu'il y avait la voisine de mon arrière-grand-mère qui était seule, qui n'a pas eu d'enfant, mais qui est une femme battante. Et c'est pour cette femme-là que je viens courir. Je viens pour ma mère, je viens pour mon futur enfant. C'est-à-dire, il y a toujours, mais sans le dire, naturellement, elles viennent avec des soutiens. Il y a une même qui m'a envoyé le soutien de cette grande amie de sa mère, de la voisine de sa mère. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui a de la force, c'est quelque chose qui est... Ça devient comme un fétiche. Voilà. Une scéno, pour moi, c'est un fétiche parce que oui, là, on est en train d'aller ailleurs, là. C'est vraiment un fétiche, quoi. C'est pas juste quelque chose qu'on voit, parce que c'est déjà habité. Le fait de... Parce que c'est quand même l'âme qui sort du corps et qui rentre dans cet instrument-là. Et donc, oui, il y a eu des moments où on m'a sollicité pour utiliser ces soutiens-gorge-là. Mais pas que je ne veux pas. Non, mais pour l'instant, comme c'est encore lourd, et voilà, rien que sa présence, je sais qu'au Quai Branly, par exemple, j'ai présenté un quartier libre là-bas, et, pardon, Legacy, et avec ces soutiens-là, les gens ont voulu que je le laisse au moins pendant un moment, quoi. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de venir faire le spectacle. C'est-à-dire, l'installation en elle-même suffit. Voilà. Mais bon, après, il faut venir quand même parler de ça. Et même dans même Legacy aussi, je voulais aussi créer la présence on dit les femmes de Nder. Les femmes de Nder, c'est des femmes qui ont été attaquées par des morts à l'époque et qui ont été envahies par des morts et qui ont... Et lorsque ces morts ont envahi ce village-là, ça c'était au Sénégal, en Nder, l'histoire, les femmes de Nder, si vous pouvez aller chercher, ces femmes-là, leur mari était au champ. Et donc, elles se sont battues, parce que le mari n'était pas là. Elles se sont battues jusqu'à la fin. Et il y a une qui a dit, femme de Nder, est-ce que vous voulez qu'un jour, vos petits-enfants disent que nos grands-parents étaient des esclaves, des morts, et elles ont dit non. Elle a dit, mais dans ce cas, allons-y dans cette case et immolons-nous. Et donc, pour moi, cette phrase-là, je voulais ramener ça sur le plateau, mais je ne savais pas comment. Voilà. Et donc, ce qui m'a intéressé, je me suis dit, je voulais symboliser ces femmes-là, parce qu'il y a quand même des femmes qui ont été représentées là par des gobos, hein, par la lumière, mais je voulais envoyer autre chose que ça. Et donc, je suis allé chercher de la cendre, que je suis allé mettre juste dans un espace. Et on me demande qu'est-ce que c'est. Et donc, c'est là que je commence à expliquer. Parce que comme on parle de transmission aussi, ce n'est pas juste poser le truc et puis partir. C'est vrai, ça peut créer ça peut créer ça peut nous amener à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, le soutien, on le voit, waouh, c'est beau, c'est ceci, c'est cela. Mais la cendre, qu'est-ce que ça fout là? Ben, c'était une manière de faire exister ces femmes de Nder là, de faire exister toutes ces femmes aussi qui sont mortes, mais surtout Nder. Et donc, voilà, il y a quelqu'un du Sénégal qui m'a appelé, qui m'a dit, ben, comment est-ce que tu aurais pu prendre une statue, venir poser ça là, un truc, venir poser ça là. Je dis non, je ne voulais pas aller, je pouvais même prendre un sein pour le poser là, mais je voulais... au moins utiliser la cendre pour pouvoir... Donc, juste des petites choses. C'est vrai qu'on n'a pas besoin des choses gigantesques pour pouvoir donner un sens à une... voilà, mais juste un tout petit truc, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, voilà, c'est un peu dans ça que je tourne plus ou moins, quoi. Ce n'est pas vraiment dire ça, c'est ça. Mais c'est de voir... je peux bien aller par là, mais j'aime bien tourner, voilà. Toujours avoir des doutes, quoi. Je n'aime pas dire non, c'est comme ça, donc je le fais. Mais en choisissant, je choisis avec des doutes, parce que ça me permet de plus creuser, être plus vrai. Parce que c'est pas... oui, c'est pour ça que je parle de l'âme. C'est pour ça que je parle de l'âme. Quand on est vrai, quand on est vrai, il y a une âme. Et souvent, on a tendance à se... Et comme je dis là, déjà, le plateau, je dis le plateau, on dit la scène, mais j'aime appeler le plateau le tatami.
Voilà. Parce que c'est une zone de vérité. Ouais. Que ce soit guerre, que ce soit l'amour, c'est une zone de vérité. Quand tu aimes, voilà, c'est la vérité, c'est pas du faux. Et donc, voilà, accepter de prendre des coups et de recevoir des coups. Accepter d'avoir de la caresse ou de caresser. Et donc, avec tout ça, c'est envoyer des éléments qui peuvent nous permettre de se défendre sur ce tatami-là. Mais quand je dis défendre, ce n'est pas avec la force, mais c'est vraiment cultiver le partage. Merci. Il est vrai que pendant toutes ces années, la scénographie et le costume au cinéma, au théâtre ou dans le secteur de la publicité n'ont pas été écologiques. Et en 2024, il faut faire quelque chose, c'est vrai. Et en Grèce, et les collègues ici présents le savent très bien, les budgets sont tellement limités, sont tellement restreints qu'on est obligé souvent de trouver des alternatives. Et je pense que Mario est d'accord avec l'exemple de Goodbye Dilta, de cette représentation avec un spectacle assorti d'un budget tellement restreint où il fallait qu'on puisse trouver des moyens de réaliser ce rêve avec le soutien aussi de plusieurs entités. Je vais vous parler à Épidore du sol qu'on avait fait, qu'on avait peint aussi. Le nid, la dernière scène, c'était des branches que j'ai cueillies dans mon village. Et les costumes, la plupart des costumes étaient des habits de seconde main qu'on voulait de toute façon parce que on voulait vraiment le côté physique, en fait. On voulait des objets, en fait, des habits très quotidiens. Je ne sais pas où commencer et où terminer. Je parlerai aussi des meubles avec des meubles d'occasion que nous avions et où on a mis notre petite touche finale pour pouvoir transformer la texture de ces meubles. Et en fait, je dirais qu'en Grèce, on trouve toujours le moyen de faire, mais il faut déployer beaucoup d'efforts. Et par rapport à la discussion qui a eu lieu préalablement, on a besoin d'archiver, de classifier. Il faut renforcer la réutilisation de chaque objet dans le respect de la créativité des artistes et des metteurs en scène. Moi, je n'ai pas beaucoup fait de scénographie. Mais pour moi, mon principe directeur, c'est de chercher, de voir ce qu'il y a, ce qui existe en tant qu'habitant du nord de la Grèce. Je dirais que pour commencer un spectacle et la façon aussi dont on travaille avec Marmarinos, il faut savoir que les choses se font pendant les répétitions. C'est là que les choses sont produites et c'est donc difficile de venir avec un plan général et d'imposer ce plan et de dire, voilà, je veux que les choses soient faites comme ci et comme ça. En fait, ce qui se passait, j'arrivais toujours avec des matériaux que je trouvais dans les vestiaires ou autres objets que je trouvais et qui restaient jusqu'à la fin ou qui étaient transformés, mais c'était toujours ces mêmes objets qui restaient. Et souvent aussi, lors des transformations, lors de la transformation de l'usage de ces objets, cette réutilisation, c'est une question très essentielle et importante. À Épidore aussi, on avait le papier, on avait dit ça, ça va dans le recyclage, ça, le métal aussi. Il faut que les matériaux soient clairs. Aussi, les pots de plantes, le festival utilise jusqu'à maintenant ces pots de plantes. Donc, ça veut dire que ces objets sont réutilisés. Et en fait, ce qu'il est important, c'est de voir que ce que toi, tu as utilisé pour un spectacle, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces objets sont utilisés par la suite. J'avais aussi acheté Ενδιαφέρον πώς πάει. un objet et j'ai vu avec intérêt comment cet objet avait été réutilisé. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξουμε τις ερωτήσεις στο κοινό ή... Je ne sais pas s'il faudrait donner la parole à notre public. Nous avons encore 5 minutes.
Une dernière question qui est liée à la technologie. Nombreux d'entre vous travaillez en fabriquant les choses à la main. Il y a tout un débat aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et sur la manière dont ceci va impacter le travail des scénographes. Est-ce que ceci vous préoccupe? Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. Je ne sais pas, moi j'ai peur de l'intelligence artificielle, ça me fait peur. Je j'aime pas beaucoup l'intelligence artificielle, et pourtant on voit que l'intelligence artificielle est omniprésente. L'intelligence artificielle pourrait, heu, aider, mais j'essaye, de me nourrir autrement, de nourrir ma réflexion, ma pensée autrement. Bien sûr, j'ai recours à des programmes, de design et de conception, c'est indispensable. Mais j'aime beaucoup les maquettes faites à la main. Je travaille beaucoup, j'utilise, les choses faites à la main. J'essaye de faire des maquettes à la main pour les montrer aux constructeurs ou aux sculpteurs qui va les créer, à une échelle humaine. C'est ma façon de travailler. J'essaye de trouver un équilibre entre ce qui est fait à la main et ce qui est, le résultat de la technologie. Moi, je ne vais pas parler de technologie. Je ne sais même pas envoyer un mail. J'essaye d'être en contact, mais je n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle les micros, les vidéos, je ne les apprécie pas, dans les spectacles, du moins dans mes spectacles. On revient à la question de la scénographie et du théâtre aujourd'hui. Moi, j'ai une attitude plutôt positive face à la technologie. Je ne me limite pas à l'intelligence artificielle, mais à la façon dont fonctionne l'image, les extraits. Je trouve que le théâtre et le fait de passer du temps dans une salle entouré d'autres spectateurs, est une valeur ajoutée énorme. Et tel que le monde est aujourd'hui, je pense que ceci acquiert une valeur encore plus importante et que ceci sera très recherché par les spectateurs. Je trouve que c'est une valeur très importante et surtout, j'ai ce sentiment surtout après la pandémie. Et c'est ce moment magique, en présence des spectateurs et de comédiens qui jouent, je pense que c'est un moment qui sera encore plus précieux. C'est un Θέλεις peu να πεις pareil κάτι? comme toi. C'est je bon, je suis fasciné par des gens qui le font, mais c'est pas quelque chose qui parce que quand on fait une maquette, c'est beau sur l'écran, tout ça, mais après la réalisation, c'est autre chose. C'est un peu comme tu vas faire Photoshop, te vois, waouh. Mais après, concrètement, sur le tatami, c'est carrément autre chose. Donc, j'ai, pour l'instant là, j'ai pas trop confiance en ça. Pour l'instant, j'ai pas trop. Mais oui, là en ce moment, depuis un moment, avec les créations, avec les subventions, tout ça, tout se rétrécit. Donc, avec ça, ça peut aller vite. Voilà. Ça, OK. Pour ça, OK. Parce que voilà.
au lieu de 6 semaines ou non, 3 mois de création, 8 mois, comme à l'époque, maintenant c'est 8 semaines, voilà, 6 semaines. Donc, avec ça, on peut essayer d'aller vite, quoi. Comme ça, voilà, on peut essayer. Mais sinon, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me... Mais c'est pas quelque chose que j'exclus. Lorsqu'il y a une collaboration et la personne envoie ça comme outil. Voilà, je reste ouvert. Ouais. Merci. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις? Y a-t-il des questions? Bref question. Le relief, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte qui est utilisée pour donner du relief. C'est une pâte pour donner du volume, du relief. Merci pour la présentation de vos œuvres. Je voudrais partager mon point de vue sur la technologie. Je dis toujours, et j'ai partagé cela ce matin, il y a 3 façons de créer un décor scénographique très précieux. D'abord, utiliser la technologie. Comme nous avons vu tout à l'heure, il faut tenir compte des émissions de CO2 sur la scène. Donc, la technologie aide ici. 2, la sobriété. Nous organisons tous ensemble pour faire plus de choses avec moins de matériaux. Comme on dit quelquefois, To be a child in a theater room and to imagine. plus c'est moins. Et une dernière proposition, il y a la technologie, l'organisation, et 3, c'est la pauvreté. Nous sommes tous super écologiques nous n'avons pas d'argent, lorsqu'il n'y a pas de budget, ce qui est le cas pour de nombreux de pays dans le monde, où nous avons une réduction du budget pour la culture en France. Mais les millionnaires qui sont propriétaires de théâtres en France réduisent le budget. Donc, l'usage de la technologie et la sobriété, c'est une question politique pour ce qui est de la scénographie et du décor. Ali Erotisi. Autre question? J'ai 2 questions. Une pour Sotiris et une pour Mario. Une question sur les objets que vous avez utilisés sur Goodbye Lindita. C'est quelque chose que vous avez trouvé, quelque chose que vous avez demandé à concevoir? Je vais répondre en grec. Non, nous ne l'avons pas fabriqué. En fait, Mario et moi, nous en avions déjà discuté et nous nous sommes rendus au dépôt du Théâtre national pour chercher certains objets que nous souhaitions avoir. Nous étions à la recherche d'un meuble à l'époque, d'une commode, et nous étions prêts à partir, et à la dernière minute, un camion est arrivé. C'était les meubles d'une personne qui venait de mourir et qui avait donné tous ses meubles au Théâtre national. Et nous avons trouvé une
commode. Et nous avons essayé d'ouvrir la commode et ils nous ont dit non, c'est pas possible. Donc c'était pas possible. Donc il fallait la modifier, la renforcer et c'est ainsi que nous avons travaillé. Et cette commode a été introduite dans notre spectacle de manière très dramatique et dramaturgique. Mais il y a eu d'autres objets du décor qui pouvaient raconter des histoires. Par exemple, nous recherchions ce fauteuil-lit. Nous nous sommes rendus chez une dame qui venait de mourir et puis les membres de la famille voulaient vendre ses meubles. Nous avons vu une annonce sur la vente de ces objets, de ces meubles et nous nous sommes rendus sur place et on nous a donné tous ces meubles qui appartenaient à cette femme qui n'était plus en vie. J'ai une autre question, si nous avons encore le temps. Je voudrais demander une question à Nadia sur ce que vous avez dit en disant que la technologie ou l'intelligence artificielle pourrait nourrir une idée, une production pour accélérer la production ou sa fabrication. Est-ce que vous pensez que ceci est positif pour l'art de faire plus vite pour réduire le coût plutôt que de devoir consacrer des semaines ou des mois? Justement, non. Tous ces moyens-là, c'est vraiment limité. Ne me lapidez pas, mais c'est facile, quoi. C'est bien une création. C'est vrai, ça sollicite aussi les neurones, oui. Il faut aller, oui, mais moi j'aime bien quand ça vient des tripes, tu vois. Moi je sais pas dessiner, mais tout à l'heure il parlait de lui-même, il fait ses croquis lui-même, voilà. Voilà, tu es en action, quoi. Mais, avec les yeux, tout ça, tu vas lâcher des lunettes. En fait, c'est encore des économies. Tu vas encore investir, quoi, ailleurs, alors que directement, tout se fait là. Voilà. Et donc, non. Justement, c'est pour cela que tu ne peux pas imposer ta manière de travailler. S'il y a quelqu'un qui vient, qui dit, bon, moi, voilà comment je travaille, tout ça. Bon, tu vas avoir une idée, mais après, moi, généralement, ça me décourage. Parce que de la façon dont tu tchatches, tu vends le produit, tu parles du produit, tu vois ça sur l'écran, c'est très rare que ça me séduit quand c'est fini. J'ai travaillé avec Jean-Christophe Lanquetin, qui a fait la dernière scéno de la pièce prophétique. Et il sait comment je suis. Donc, il n'a pas... Bon, peut-être que... Parce que je sais que dans les écoles, le scéno, tout ça... dans les formations, ils utilisent des ordinateurs, mais me connaissant, il ne m'a pas proposé avec des ordinateurs. Un ordinateur, il m'a proposé, Nadia, voilà, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'était quand même direct. Voilà. Je lui ai dit que je voulais un espace des cheveux dans un salon de coiffure. Donc, comment il pouvait me ramener le salon? Donc, ce n'est pas sur un écran, quoi. Parce que je suis allé dans les marchés, j'ai vu la réalité, j'ai vu des trucs sales. Et ça, je ne pourrais pas le voir sur un écran. Voilà, donc... j'ai dit une âme. On ne peut pas avoir une âme sur un écran, je crois. À moins qu'on me prouve le contraire. Ça reste juste là, mais après, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça rend plus paresseux. Ça limite. Ouais. Comme il a dit le monsieur, oui, tout ça là, c'est politique, quoi. Les gens, ils veulent nous détourner de cette capacité qu'on a, de cette... voilà. Et moi, je suis contre ça. Je suis une grosse villageoise. Voilà. Donc, tout ce qui part, je dis, on va droit dans le mur si on continue de... Voilà. Merci. Thank you. Merci. Ouais. I want to ask something last. I got it. Επειδή είπατε... Vous avez dit que
scénographie et l'intelligence artificielle effraient les scénographes. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de quelle façon est-ce que l'IA va être introduite dans la scénographie sous forme d'hologramme, par exemple. De quelle façon elle va limiter le travail du scénographe? Je ne peux pas le comprendre. Récemment, j'ai été voir un constructeur, un collègue avait donné sa proposition qui émanait donc d'un plan fait par intelligence artificielle. Et ça, c'est très loin de mon approche à moi. Je ne soutiens même pas cette idée. Ça ne me concerne absolument pas. T'aider par rapport aux idées, oui, à la rigueur, je peux comprendre, mais c'est dans la même logique que les plateformes qu'on utilise comme Pinterest, par exemple. Mais par exemple, réfléchis à la partie où tu as une personne qui travaille sur les plans 3D, on n'aura pas besoin de cette personne. Un sculpteur aussi qui va devoir trouver une forme sur une maquette va pas pouvoir travailler parce que c'est l'IA qui va trouver à sa place. Donc tout ça, ça me préoccupe et ça ne me m'aide pas à composer, à créer des idées, mais c'est mon avis complètement personnel. Alors, moi, j'aimerais que l'intelligence artificielle me fasse la vaisselle pour que je puisse être créatif et pas le contraire. Alors, par rapport à la question précédente, j'aimerais dire que un problème que j'ai, moi, avec le théâtre, l'établissement, le théâtre, donc en tant qu'établissement, c'est que la scénographie est assez standardisée, elle est formalisée. Quand je décide de mettre sur papier, il n'y avait pas de constructeur qui pouvait me le faire. Je devais créer une équipe moi-même, trouver du monde, mettre une équipe donc sur pied, trouver une école qui avait fermé, aller au sous-sol, au garage pour pouvoir faire le papier parce qu'aucun constructeur ne pouvait le faire. Les constructeurs connaissaient seulement le bois, le crépi, c'est des choses assez précises. On parle d'installation en bois ou en acier ou en métal. Dans les autres pays, c'est encore différent. Et plus on avance et plus la langue change. Et moi, je proviens du milieu de la performance et je voulais introduire ces matériaux éphémères et il y avait toujours un problème. Et j'ai pu réussir parce qu'il y aurait eu seulement 3 spectacles et je pouvais donc le faire. Et c'est difficile de le mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais dire sur la scénographie. Et la partie des constructeurs. La fin n'était peut-être pas très heureuse, alors tu peux peut-être avoir le dernier mot. Christopoli. Vous écoutez, on vous propose de conclure et de sortir boire un verre de vin avec nous dans le jardin. Merci encore.